j'aime pas trop parler de ma personne. Bon, on a fait notre temps. Moi, j'étais dans le mouvement étudiant, effectivement, avec tous ceux qui sont dans le mouvement démocratique. On s'est connus il y a 40 ans de tout ça. Chacun fait son époque. Aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, c'est de préserver ces acquis démocratiques-là. J'entends par-ci et par-là aujourd'hui que ceux qui ont fait, qui nous ont amenés dans cette situation-là, interrogez-les, s'ils parlent librement, ils vont tous vous dire qu'ils l'ont regretté. On a voulu le changement. Honnêtement, de vous à moi, nous sommes au Mali. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2020? Moi, personnellement, je ne vois pas. Peut-être que d'autres le voient. Il y a peut-être une ou deux choses, on en parlera dans cette émission, mais à part ça, est-ce que ça valait ça? Est-ce que ça valait tout ça là? Je me pose la question. Mais ce qui est certain, dans tous les cas, on est obligé toujours de revenir à l'ordre constitutionnel. Des fois, je dis normal, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un ordre constitutionnel qui est quasi normal, puisque la Constitution est en vigueur. La Constitution n'a pas été suspendue. Bon, on prend beaucoup de liberté avec elle quand ça nous arrange des fois, et ça me permet aussi de réagir souvent contre ça. Mais la Constitution, elle est là. Elle n'a pas été suspendue. Donc, on est en quelque sorte dans un ordre constitutionnel, mais qui n'est pas le normal. C'est pourquoi je me surprends à dire toujours, je dis ordre constitutionnel normal. L'ordre constitutionnel normal, c'est quoi? C'est des pouvoirs issus d'élections. Moi, j'ai toujours dit aux partis politiques, en 2022, je crois que j'ai dit beaucoup de propos qu'on répète encore aujourd'hui. J'ai dit, allez aux urnes. Ce n'est pas par la rue, ce n'est pas par le coup de force qu'on vient au pouvoir. Bon, je pense qu'ils l'ont appris à leur dépens. Et ce n'est pas la première fois. L'histoire s'est répétée plus d'une fois. Mais on revient toujours au constat qu'il faut revenir à la démocratie. Il faut revenir à la démocratie, à l'ordre constitutionnel normal, pour vous mettre à l'aise. Ils sont nombreux aussi, ces Maliens, qui pensent que si aujourd'hui les militaires sont sur la scène politique, ils font de la politique, c'est justement parce que vous, les politiques, vous avez échoué. Qu'est-ce que vous répondez ce soir? Bon, je pense que chacun doit assumer effectivement sa part de responsabilité. Moi, je l'ai toujours assumé. Effectivement, il n'y a pas de discussion possible. Les politiques ont échoué. Effectivement, même aujourd'hui, la classe politique, elle est pratiquement inexistante. Elle est aphone. Il y a des gens qui essaient encore de s'organiser, mais ce n'est pas ça. Donc, effectivement, les militaires eux-mêmes vous le disent que ce n'est pas leur rôle. Ils le savent qu'ils ne sont pas à leur place. C'est parce qu'il y a eu des défaillances dans la classe politique qu'ils ont pris le relais, qui ne peut être que temporaire. Les militaires ne peuvent pas rester sur la scène politique. Ils sont obligés, tôt ou tard, de retourner dans les casernes. Mais c'est vrai que s'il y avait eu une bonne gouvernance, s'il y avait eu des élections incontestées, s'il y avait eu de vrais démocrates, des gens qui acceptaient la défaite des urnes, on n'en serait pas là. C'est parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas voulu accepter le pouvoir issu des urnes, parce que personne ne peut contester, par exemple, que l'ancien pouvoir de Ibeka, en 2013, était légal et légitime. C'était évident. Bon, et le renouvellement en 2018, il y a eu beaucoup de problèmes, mais même là encore, c'était des élections acceptables. Mais ceux qui, lorsqu'ils sont dans le pouvoir, acceptent les choses, dès qu'ils sortent du gouvernement, ils font la pagaille, ils prennent la rue pour revenir au pouvoir, c'est ce qui nous a amenés dans ça. Faites allusion à qui? Aux gens de Je ne nommerai personne, mais on dirait que vous n'avez pas digéré un peu ce départ du président Ibeka, qui était aussi un grand ami à vous mettre. Non, ce n'est pas que je n'ai pas digéré. Moi, je l'ai dit dans les premiers jours du coup d'État, ma première prise de parole, j'ai dit que c'est notre faute. Qu'on en soit arrivé là, c'est notre faute. Et j'ai dit, la transition, si elle doit prendre 3 ans, qu'elle prenne 3 ans pour qu'on mette les pendules à l'heure. J'étais le premier à le dire. Je n'avais aucune amertume, aucun état d'âme, bien que j'étais ministre de la Justice. J'étais la cible des gens, vous le savez. Mais ce que j'ai fait, je ne le regrette pas, je n'en ai pas honte. Au contraire, si c'était à refaire, je le referais, j'assumerais. Et aujourd'hui encore, on a du mal à asseoir l'autorité de l'État. C'est ce que j'ai essayé de faire, sans état d'âme. Et c'est ça le rôle d'un homme d'État.
Bon, c'est que le régime soit renversé, ça faisait partie de l'ordre des choses, vu comment les choses étaient agencées. Et moi, je l'ai vu venir. Je l'avais dit aux gens, faites attention, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Donc, je n'ai aucune amertume. Moi, je suis un Malien, j'ai assumé des rôles politiques dans ce pays que je revendique, que j'assume, et j'espère que j'en aurai encore à assumer. C'est tout. Mais il y a des choses, évidemment, que je n'accepterai pas. Est-ce que vous serez prêt peut-être à accepter un poste de ministre sous cette transition? Non, monsieur. Non. Vous refusez? Absolument non. Non. Parce que la transition, ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas pris la rue pour venir au pouvoir, j'étais déjà au pouvoir. Et même là, la façon dont je suis venu, beaucoup le savent. Moi, je ne suis pas demandé à venir au gouvernement. La première fois, je suis venu justement pour faire une réforme constitutionnelle que le président a abandonnée. Il m'a laissé retourner à mon cabinet. Je suis parti tranquillement. De 2017 à 2020, quelqu'un m'a entendu critiquer le régime de Ibeka parce que j'ai quitté le gouvernement. Jamais. Et puis je suis revenu juste un mois ou 2 mois, c'était un peu trop tard, à la justice. Mais demandez aux magistrats, demandez la plupart des magistrats, mon passage le bref passage, à quelque temps, je pense. Je ne sais pas parce que je suis là qu'ils me le disent, mais j'entends. Ça fait l'unanimité pratiquement de tous les magistrats. Parce qu'ils savent que je n'avais pas d'autre agenda, ils savent que je suis un professionnel, que je suis un avocat, que j'ai toujours eu souci du respect de la légalité, de la démocratie et des droits de l'homme. Et quand je suis venu au département, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. Oui, vous avez, la transition est toute trouvée pour parler de la révision constitutionnelle, et l'élaboration de nouvelles constitutions qui est sur la table et qui fait partie aussi des projets phares du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Vous, à votre temps, votre projet de révision a été rejeté par le peuple. Ante Abana touche pas à ma constitution, ça vous a même valu votre portefeuille. Ibeka vous a laissé vous reposer un peu, pendant un moment au cabinet. Aujourd'hui, on parle carrément, vous, c'était une révision constitutionnelle, mais là, on parle d'une nouvelle constitution, élaboration d'une nouvelle constitution. Maître, votre regard? Je vous dis souvent, l'histoire prend sa revanche sur les hommes. Moi, j'ai été appelé par le président Ibeka, j'étais son conseiller spécial. Il m'a appelé pour réfléchir sur une nouvelle constitution. J'ai travaillé sur un projet. J'ai entendu tout par rapport à ça, que c'est Maître Sekaldi qui a rédigé notre nouvelle constitution, ce qui est archi faux. Archi faux. Je revendique totalement, mais totalement, le projet qui allait être soumis au référendum en 2017. Mais la classe politique dans son ensemble a dit ante abana. Ça veut dire quoi en français? Nous refusons, nous ne discutons pas. C'est fini. On refuse, c'est fini. Et quand il y a eu ce projet, moi j'ai rigolé. J'ai dit à un jeune professeur de droit, je ne vais pas le nommer ici, dans un atelier, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Il était de la plateforme Ante Abana. J'ai dit, mon cher ami, vous avez raté l'occasion de dire Ante Abana. J'ai dit, c'est maintenant que vous aurez dû dire Ante Abana. Oui. Parce qu'au préalable, d'abord, ceux qui veulent faire la révision n'ont ni la qualité ni la légitimité. Je l'ai dit haut et fort. J'ai dit, mais politiquement, on peut faire un compromis. Mais vous qui êtes des professionnels du droit, vous avez perdu l'occasion de dire Ante Abana, parce que la qualité, au départ, fait défaut. Et en réalité, pourquoi on a parlé de nouvelle constitution? C'est pour contourner la difficulté qui était à faire une révision constitutionnelle. Parce que la constitution, je rappelle encore, elle est en vigueur, la constitution de 92, elle n'a pas été suspendue. Elle prévoit une procédure de révision par le président de la République, pas le président d'une transition. Le président de la République est défini dans la Constitution comme étant celui qui est élu au suffrage universel pour 5 ans. Ensuite, le projet de révision est soumis à l'Assemblée nationale. Or, la Cour constitutionnelle a eu à rendre un arrêt célèbre disant que les membres du CNT ne sont pas des députés. Ça, c'est définitif. Par conséquent, on ne pouvait pas initier une révision parce qu'il y aurait eu cet obstacle-là qui est infranchissable. Je pense que c'est ça qui nous a amené au projet de nouvelle constitution. Mais qui ne peut pas le plus, qui ne peut pas le moins, il ne peut pas le plus. Si vous ne pouvez pas faire une révision, vous ne pouvez pas faire une nouvelle constitution. Parce qu'une nouvelle constitution suppose une constituante. En 92,
Pendant la transition, il y a eu la conférence nationale souveraine qui a fait un projet de constitution. Donc ici aussi, on parle des ANR, les assises nationales de la fondation. Non, mais justement, c'est ce que j'ai dit, c'était l'occasion ratée. D'abord, la charte, quand la charte a été adoptée, après le 20 août, le 18 août, on a adopté une charte de la transition. On aurait dû prévoir une nouvelle constitution. Les assises auraient pu être transformées en une conférence. Certains l'ont demandé, que ce soit des assises souveraines qui auraient pu faire un projet de constitution. Là, oui. Mais mettre en place un comité d'experts qui fait un avant-projet, ça veut dire que ce comité d'experts est devenu une autorité, une constituante, ou alors celui qui l'a mis en place est l'autorité constituante, ce qui n'est pas le cas. Mais malgré tout, personnellement, j'ai dit je ne suis jamais dans des contestations radicales. Dire Ante Abana, non. J'ai dit si c'est pour l'intérêt du Mali, acceptons. Parce que le pouvoir démocratiquement élu, par 3 fois, n'a pas réussi à réviser la Constitution. Sur même des points où sa révision est inéluctable et doit être faite. Alpha n'a pas pu le faire, ATT n'a pas pu le faire, IBK n'a pas pu le faire parce que chaque fois, on leur prête des intentions politiques. J'ai dit donc... Par rapport au 3e mandat, pour ATT et pour Alpha, c'était la même chose. Pour ATT, c'était la même chose. IBK était à son premier mandat, mais déjà on le suspectait de vouloir faire un 3e mandat. Et par rapport à ça, moi j'avais été clair avec les gens avec lesquels j'ai discuté de la classe politique. Je leur ai dit, mais attendez, j'étais membre de la commission des lois en 2011, quand ATT faisait sa réforme. C'est moi qui ai mis une clause finale dans le texte disant que la présente révision n'emporte pas novation de République. Ça avait suscité un grand débat. Certains n'avaient pas compris ce que ça voulait dire. À l'époque, j'ai dit tout simplement, c'est pour éviter qu'on dise qu'à la faveur de cette nouvelle constitution, qui est une nouvelle République, le président de la République sortant, qui a fait 2 mandats déjà, va mettre les compteurs à 0 en disant « je fais un 3e mandat ». Donc j'ai mis cette disposition finale dans la constitution pour empêcher ça. Et on a mis la même chose en 2017 dans la réforme que je conduisais. J'ai mis le même article final que la présente révision n'emporte pas novation de République. Donc il n'était pas question qu'on soit dans le schéma d'un 3e mandat de IBK. Mais malgré tout, les gens disent non, on refuse, on n'écoute pas. Ante Abana. Bon, oui. Mais maintenant, comment vous comprenez? Est-ce que c'est le contexte qui a changé aujourd'hui? À l'époque, c'était un grand débat entre les pour la révision et les contre. Ante Abana, aujourd'hui, pratiquement, il n'y a même pas de débat autour de ce projet-là. Qu'est-ce qui explique ça? C'est l'omerta, pratiquement. Où sont les docteurs en droit, les juristes, ils sont où? Ils sont dans les amphithéâtres. Bon, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis sorti pour faire mes observations sur ce nouveau projet, l'avant-projet. Je l'ai fait. Je suis vice-président d'un grand parti qui est l'ADEMA. Je ne peux pas aller au-delà de ce que dit mon parti. Mais le parti a fait des observations. Nous avons dit que nous acceptons, malgré tout. Nous ne posons plus le problème de la légalité ou de la légitimité d'une nouvelle constitution. On l'accompagne parce que la transition est peut-être l'occasion de mettre tout le monde ensemble. Parce que les autorités de la transition sont censées n'avoir aucun intérêt politique dans la révision. Et c'est ça le hic. Dès lors qu'il apparaît derrière qu'il y a un agenda politique où il y a des intérêts politiques, les gens vont inévitablement s'opposer. Je crois que si les gens n'ont pas parlé au départ, parce qu'on accorde à la transition le bénéfice de la neutralité politique. Et moi, personnellement, c'est ça mon problème. Je me dis que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, avec les militaires, d'arriver à une réforme. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas en réalité une nouvelle constitution. Vous savez, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Hein. On n'invente pas comme ça une nouvelle constitution. On est toujours obligé de s'inspirer de quelque chose. On peut faire des modifications, mais on n'invente absolument rien du tout. Donc, en réalité, c'est une réforme, mais à condition qu'on soit d'accord. Il faut que toute la classe politique, et j'ai vu encore le ministre de l'administration territoriale a invité la classe politique, je suis d'accord, c'est ce genre de démarche qu'il faut faire. J'espère que les gens vont répondre. J'ai vu ce soir même en venant que ça commence déjà. Il y a des gens qui ont dit... La sémence de l'imam Mahmoud Duko qui demande au président de renoncer à l'élaboration de cette nouvelle constitution. Et je pense que l'ensemble de la classe politique va arriver à cette conclusion.
Parce qu'on a prôné le dialogue, on a prôné les discussions, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui est souhaité. Parce que quand vous faites une réforme politique, c'est pour les citoyens, c'est pour la classe politique essentiellement d'abord, c'est pour ceux qui vont diriger le pays, ce n'est pas pour ceux qui sont en transition. Donc il faut donc écouter les gens. Et puis surtout, ceux qui ont quand même déjà une expérience de cette constitution. Ça fait 30 ans qu'elle est là, il faut tirer les leçons de la pratique, voir ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Ensemble, on fait une nouvelle constitution. Mais on ne peut pas... Est-ce qu'elle est opportune, cette nouvelle constitution, pour vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller justement à des modifications ou à une révision de quelques aspects ou de quelques dispositions de la constitution? C'est ce que j'ai dit dès le départ, c'est les réserves qu'on avait faites. Vous savez, c'est ça le problème. Dès que les gens ne t'écoutent même pas. Moi, au début, j'ai dit, attention, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle constitution? Est-ce qu'il ne faut pas simplement aller vers une révision consensuelle? Même si le président n'a pas la qualité de président de la République, même si les députés du CNT, les membres du CNT n'ont pas la qualité, ils exercent la fonction. On peut fermer les yeux pour aller vers une révision. Ou alors même, je pense qu'il y a un article 48 de la Constitution qui permet de soumettre un texte lorsqu'il y a un texte constitutionnel qui préconise des réformes des institutions, directement au référendum sans passer par l'Assemblée. Je crois que c'est l'article 48 si je ne me trompe. Donc on aurait pu utiliser ça. Mais le fait de vouloir forcément faire une nouvelle constitution, déjà vous heurtez beaucoup de gens qui sont attachés à la constitution de 1991. Je ne comprends pas, que j'ai envie de comprendre pourquoi on n'accepte pas pour le président Ibeka, on refuse pour Atiti, on rejette pour Alpha Oumar Konaré, mais là vous dites qu'on leur accorde le bénéfice de la neutralité. Pourquoi ces circonstances c'est atteignantes pour la transition? Moi, je vous dis, c'est mon point de vue, parce que je dis qu'elle doit avoir le bénéfice de la neutralité. Elle ne doit pas avoir d'intérêt politique dans cette révision. Parce que les autres, on a prêté des intentions politiques à Alpha, et à ATT et à Ibeka. C'est pourquoi les gens ont dit non. Mais en principe, les autorités de la transition ne doivent pas avoir d'agenda politique. Principe, a priori, oui. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, on leur prête, moi en tout cas, je leur prête le bénéfice de la neutralité, de l'indépendance et de l'absence d'agenda politique. Qui fait que je dis, si c'est effectivement dans notre intérêt qu'ils veulent le faire, qu'ils nous écoutent, qu'on leur dise les réformes qui sont indispensables, sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Donc ça peut être un agenda minimum sur lequel tout le monde va se mettre d'accord, ça peut passer. Parce qu'on retrouvera le même problème si on ne fait pas la révision maintenant. Le nouveau pouvoir qui va venir, qui va vouloir faire une révision constitutionnelle, parce que c'est nécessaire de le faire. Il y a des points sur lesquels il faut absolument une révision. Le nouveau pouvoir qui viendra en 2024, je l'espère, s'il n'y a pas la révision constitutionnelle, elle ne pourra pas le faire. Ça, je suis presque certain de ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, profitons de cette période de transition où l'arbitre, le pouvoir, celui qui est au pouvoir est censé être un arbitre, pour qu'il nous écoute. Quand vous êtes un arbitre, vous... Et si l'arbitre décide de changer les règles du jeu en plein match? Ah, c'est ça le problème. Là, ça ne va plus. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai dit faisons accorder, parce que ça c'est peut-être ma déformation d'avocat, le bénéfice du doute. Moi j'ai dit qu'ils sont de bonne foi, qu'ils veulent changer la gestion du pays, ils veulent une nouvelle constitution pour le pays. On doit pouvoir s'entendre. Qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent tout le monde, qu'ils écoutent ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui ne sont pas d'accord, et qu'on arrive à un consensus. Sans le consensus, ça ne marchera pas. Hein. Ça, c'est évident. Le dialogue politique, parlons du dialogue politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il urge que les acteurs politiques ou des acteurs de la société civile se retrouvent pour parler justement de toutes ces questions-là, pour désamorcer, par exemple, des futures crises? C'est ce que j'ai toujours promis. Moi, j'étais dans le cadre des partis politiques pour une transition réussie qui a changé, qui est devenue le cadre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je suis parfaitement d'accord avec tous les principes de ce cadre. Et on continue à se voir, à se concerter. Malheureusement, il y a eu un malentendu qui a fait que l'ADEMA a été suspendu à un moment, et moi-même, je me suis auto-suspendu, en tout cas mon mouvement, le Morema.
Donc, ce cadre-là existe, il y a des gens qui se concertent, on va continuer à se concerter, c'est une obligation, et ce dialogue-là. Mais c'est les autorités de la transition qui doivent favoriser ce dialogue. C'est pourquoi, moi, depuis tout ce temps-là, je dis ce n'est pas normal de choisir un Premier ministre parmi le mouvement M5, qui est un mouvement minoritaire, issu de la rue. Mais prenez les partis politiques qui étaient dans le M5. Quel est leur poids politique? Leur poids politique réel, c'est quoi? La rue, excuse-moi, mais l'histoire récente est là, qu'on se dise les choses en face. C'était quoi? C'était l'imam Diko. Si le MPR, est-ce que quelqu'un sait même qui est le patron du MPR? C'est choqué là. Bon, mais vous le dites là, mais je ne suis pas sûr que les Maliens le sachent. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'en parle même plus. C'est un parti, excuse-moi, moribond, qui ne représente rien. Avec d'autres, l'ensemble du M5 ne représente pas 5%. Ça n'a jamais représenté plus de 5% dans les élections. Si vous prenez ces partis-là aujourd'hui pour les mettre à la tête du gouvernement... Ces partis ensemble constituent une force, maître. D'accord. Et les autres partis? L'ADEMA, le RPM, l'URD, l'ASMA... On suppose que l'ADEMA a toujours accompagné. Et l'ASMA a toujours accompagné, c'est un parti accompagnateur. Non, excusez-moi, ça ce sont des raisonnements, des raccourcis qui arrangent certains. C'est pas vrai. L'ADEMA est quand même le parti qui a amené la démocratie dans ce pays. Il faut qu'on se dise les choses. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et le président Alpha Oumar Konaré a géré ce pays pendant 10 ans et la communauté internationale dans sa totalité continue à lui rendre hommage. Il est encore vivant, le monde entier lui rend hommage pour ça. Il a fait ses 10 ans, il n'a pas voulu tripatuer la Constitution. Moi, je me souviens justement, c'était à une rentrée judiciaire, lorsque le bâtonnier qui était Fantasila a dit que le président, est-ce qu'il n'a pas l'intention de tripatouiller pour un 3e mandat? Alpha, en direct, devant tous les avocats, c'est la rentrée du barreau, de l'ordre judiciaire, la rentrée judiciaire, il a dit, Madame le bâtonnier, je vous rassure, c'est terminé. On ne parlera plus de la réforme constitutionnelle si vous pensez que j'ai des arrière-pensées. Voilà. Et il est parti. L'histoire va retenir ça. ATT est venu comment? C'est parce que justement, il y a eu des déchirures au sein de la classe politique. ATT lui-même, avant de mourir, paix à son âme, l'a dit. Il a dit qu'il n'aurait jamais dû revenir au pouvoir. C'est lui qui l'a dit. Il dit c'est parce que la classe politique ne s'est pas entendue, s'est déchirée. Et ça, ce n'est pas la faute de l'ADEMA. ATT est revenu au pouvoir et l'ADEMA était dans la majorité. Ils l'ont accompagné. Mais en 2007 et 2002, quand ATT venait, l'ADEMA avait son candidat. C'était Soumaïla Cissé. Mais 2007, à partir du moment où on l'a accompagné pendant 5 ans... Vous revenez sur le terme accompagné. Oui, mais accompagné, on était dans la majorité. Oui. Aujourd'hui, nous accompagnons la transition parce que nous avons accepté le principe de refonder le Mali. On a accepté le coup d'État parce qu'on s'est dit c'est pour refonder le pays. Et faisons table rase pour repartir ensemble. C'est ça qui a fait que nous avons accepté. Mais il n'y a qu'en 2007 que l'ADEMA n'a pas eu de candidat. C'est pas vrai, 2007 et 2018. Parce qu'on a fait des mandats avec des présidents. Et la loyauté politique, justement, c'est de continuer à les accompagner. Nous ne sommes pas de ceux qui, quand ils sont dans le gouvernement, ils applaudissent, ils disent... Il y a des propos que les gens aiment bien rapporter, où on a dit qu'Ibeka, c'est le soleil. Et moi, vous m'avez entendu dire qu'Ibeka, c'est le soleil, mais il y a des gens qui l'ont dit qu'on ne peut pas cacher le soleil par la main, qu'Ibeka était Quand la vérité apparaîtra, les rayons du soleil peuvent vous atteindre partout. Etc. Il y a des gens qui ont tenu ces discours-là pour dire qu'on jamais on ne trahira, mais dès qu'ils sont sortis du gouvernement, ils ont fait autre chose. L'ADEMA n'est pas comme ça, justement. On assume. On a assumé les pouvoirs avec lesquels on a été. Donc, on s'identifie à ce pouvoir-là. Quand tu as exercé un pouvoir avec quelqu'un, tu l'assumes. Moi, je l'ai dit en 2012, quand il y a eu le coup d'État du capitaine Sanogo, et qu'il y a eu un fameux syndicaliste là, le premier débat que j'ai fait, je pense, c'était sur Africa, qui est venu dire n'importe quoi sur ATT. Je l'ai dit, moi, je n'ai jamais été ministre d'ATT, j'étais député, j'étais élu, mais j'ai fait 2 mandats à l'Assemblée nationale. Donc j'ai accompagné. Donc je suis responsable, je suis comptable du bilan de l'ATT.
Mais vous qui l'avez applaudi pendant tout ce temps, dès qu'il y a eu le coup d'État, c'est une honte de venir aujourd'hui dire que vous combattez à tuer. C'est un syndicaliste, vous n'avez pas son nom. Je ne vais pas dire son nom, il va se reconnaître. Il est encore vivant, nous sommes tous vivants. Ce pays nous appartient. Oui, en 2024, est-ce que l'ADEMA aura un candidat, puisque vous en parlez? Le Congrès l'a décidé. Le dernier congrès de l'ADEMA, en octobre 2021, a décidé que l'ADEMA aura son candidat. Et la conférence nationale qui vient de se tenir, il y a un mois, a dit qu'il faut mettre en œuvre cette décision du Congrès dans le respect des textes du parti, le statut. Est-ce que l'ADEMA continue toujours d'être cette machine, hein? On disait que l'ADEMA est une machine électorale, que l'ADEMA s'est mobilisée. Est-ce que c'est toujours la même force? Moi, je vous dis, l'ADEMA, c'est des hommes et des femmes qui sont sur tous les territoires du Mali. Vous irez à Kidal demain. Nous, notre section de Kidal continue à venir à toutes les assises du parti. Vous allez à Tombouctou, vous allez à Gao, vous allez à Bébara, vous allez à Mopti, dans les plus profonds villages de Mopti, vous trouverez des sections, des comités de l'ADEMA. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'ADEMA. Toute la classe politique est un peu assommée, elle est un peu en veilleuse, parce qu'on l'a voulu. Parce qu'on a fait des choses que ceux qui l'ont fait le regrettent aujourd'hui. Vous entendez les responsables du M5, non? Vous les entendez? Bon, moi, je n'ai pas ces états d'âme-là. Oui. Mais l'ADEMA, ce n'est pas que ce soit une machine, c'est une force. Okay. C'est une force tranquille qui repose sur des hommes et des femmes. Et vous allez être étonnés de voir les jeunes et les femmes de l'ADEMA qui vont se mobiliser pour ces élections-là, okay, qui seront, qu'on le veuille ou non, en tout cas, nous, on fera en sorte que ce soit des élections démocratiques, où ceux qui ont eu jamais... que l'ADEMA aura son mot à dire dans la future élection, si élection il y a, bien sûr. Mais élection, il y aura. Ça, ne dis pas si élection il y a. De toute façon, élection, il y aura. La transition, c'est une période. Oui. Il y aura une élection, dans tous les cas. Oui, on va parler d'élection. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les conditions sont créées pour aller à des élections libres, transparentes? Bon, je pense que l'essentiel, déjà depuis l'adoption de la loi électorale, oui, le chantier est ouvert. Toutes les conditions ne seront jamais idéales, ne seront jamais idéalement réunies. Il y a certains, j'ai entendu des gens dire à cause de l'insécurité, est-ce qu'il faut... On a dépassé ça. L'insécurité n'a jamais empêché les élections de se tenir. Là où elles doivent se tenir, où elles peuvent se tenir, elles se feront. C'est ça l'essentiel. Oui, donc faites des élections acceptables, comme vous l'avez dit à un moment. Mais bien sûr. Acceptées par tous. Mais évidemment, et ça c'est possible. Oui. Déjà, vous avez vu la loi électorale, la bataille que ça avait donnée, médiatique, tout le monde l'a suivi. On a vu le Premier ministre qui voulait faire ça, son organe à lui. C'est ce qu'on a dénoncé. Les membres du CNT l'ont dénoncé. Il y a eu des gens qui ont eu des termes même très durs en disant qu'il veut organiser les élections à Calaban, chez lui. Ça a été dit, mais c'était la vérité. Mais la loi telle qu'elle était projetée, ça allait donner une crise préélectorale sans précédent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils pensent que toute la classe politique est morte. Ce n'est pas vrai. On n'aurait jamais accepté l'organe unique tel que ça avait été programmé. Bon, il y a eu le CNT, a eu la sagesse de relire le texte et de nous donner une autorité indépendante à côté de l'administration. Et c'est ce qu'on avait souhaité. On avait dit on ne peut pas faire les élections sans l'administration. Il faut un autre organe qui soit un organe de contrôle. Et c'est ce qui a été fait. Et l'AEJ a été mise en place au niveau national. Je pense que les structures locales et régionales sont en train d'être mises en place. Il n'y a pas encore, à mon avis, de grand retard sur ça. Là où il y a le retard, c'est sur le référendum qui était prévu pour le mois de mars. Je pense que raisonnablement, on ne pourra pas respecter. Mais moi, je pense que raisonnablement, peut-être faudrait-il renoncer même à ce référendum et à certaines élections. Parce qu'en une année, ça va être peut-être trop. Faire des élections municipales, régionales, législatives, sénatoriales, si on adopte la nouvelle constitution, et présidentielle, ça fait trop, ça fait quand même beaucoup. Okay. Donc peut-être, la concertation étant engagée avec la classe politique, on pourra rencontrer le ministre de l'administration territoriale, ce cadre a été recréé, ça aussi c'est une excellente chose. Oui. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est un suivi non seulement de la classe politique, mais de la communauté internationale. Parce qu'on a pris des engagements aussi vis-à-vis de la communauté internationale, de faire ces élections
avec le chronogramme qui a été proposé. Oui. Donc pour vous, jusque-là, le chronogramme peut être respecté. Mais bien sûr. Il faut aller par priorité, c'est ça? Tout à fait. Okay. Moi, je pense qu'on est encore dans les délais pour respecter le chronogramme, mais il faut arrêter certains discours que j'entends ici et là, consistant à dire, bon, il va peut-être avoir un petit dépassement, il va avoir un glissement. Non, ça, c'est le genre de discours qu'il faut arrêter. Okay. Il y a un chronogramme, si on est responsable, si on est un État responsable, souverain, il faut y aller, il faut le respecter. Okay. Et je pense que si on discute ensemble, si l'administration territoriale continue à animer le cadre d'échange avec tous les partis politiques, avec les partenaires, là où il y a des risques d'avoir des problèmes, on se le signale et on se donne les moyens de les corriger pour ne pas perdre davantage de temps. Et là, maintenant, justement, il est temps qu'on se parle réellement sur le projet de constitution. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une révision à minima de la constitution? C'est ça qu'il faut voir avec... il y a une rencontre, je pense, le jeudi. C'est ça qu'il faut dire à la transition. Peut-être écouter les gens, qu'on ait une réforme à minima, qu'on se mette d'accord sur ça et qu'on y aille. Si ça, ce n'est pas possible, il vaut mieux l'arrêter pour ne pas avoir des problèmes inutilement. Okay. Maître, la régie me signale, on va ouvrir la... Maître Kassoum Tapo, c'était là une réaction d'un téléspectateur malien. Maître Mahfouz Diallo, hein, il doit être un praticien du droit, un initié de justice. Ouais. Oui. Ouais, j'ai pas... On avait un problème de son, on n'a pas très bien compris il parlait un peu le début de l'intervention. Oui, j'ai retenu l'essentiel. Silma et puis Sam. Bon, Silma et Sam, c'est les deux syndicats de la magistrature qui se sont souvent mis d'accord sur l'essentiel et il arrive aussi qu'ils ne soient pas d'accord. C'est pourquoi il y a deux syndicats. Moi, je ne vais pas rentrer dedans, je ne suis pas magistrat. Je suis pas magistrat. Mais j'avoue que la dissension entre les deux syndicats a peut-être un peu tué l'ardeur de tous ceux qui étaient dans ce combat-là. Moi, je vais vous le dire très clairement et très rapidement, j'ai eu une réaction très vive lorsque j'ai entendu cette ordonnance-là, parce que pour moi, elle violait le minimum, quoi. C'était jamais vu, c'était pour moi du jamais vu. Quand la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui a rejeté un projet de loi, on s'en tient là. On revient devant le législateur pour revoir, mais pas par ordonnance. Je n'ai pas appris ça à l'université. C'est pourquoi j'étais sidéré. Et puis j'ai eu cette réaction parce que je pensais que j'étais avec l'unanimité des magistrats. Je pensais que je défendais la Cour constitutionnelle, qui était le dernier rempart pour les citoyens. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la dictature qui va commencer. Je ne vais jamais cautionner ça. Mais après, quand on a vu comment les choses se sont passées... Il y a eu un rétropédalage. Bon, Sam s'est retiré carrément. C'est le Silma qui continue en saisissant la section administrative. La Cour constitutionnelle elle-même, moi je ne vais pas la critiquer, hein, je respecte les textes et ces décisions peuvent être critiquées, mais elles sont applicables. Donc je ne peux rien contre ça, mais j'ai la liberté de parole de dire ce que je pense. Je pense que la Cour constitutionnelle, après son premier arrêt qui avait suscité beaucoup d'espoir, beaucoup de Maliens ont réagi, pas que moi, pour saluer ça. Mais le lendemain, ils ont eu la réaction inverse. Ils n'ont pas compris. Et je continue à penser que la Cour constitutionnelle, excusez-moi, mais est passée à côté. Parce qu'elle n'a statué que sur la forme. Le fond de la question demeure. Et ça, ce sont des choses qui finissent toujours par nous rattraper. Vous ne pouvez pas, par une loi, parce que l'ordonnance a valeur législative, vous ne pouvez pas, par une loi, prendre une mesure individuelle pour une seule personne et contre laquelle tous les magistrats ont protesté. Parce que la loi, elle est impersonnelle. Et général et impersonnel, c'est les caractères élémentaires de la loi qu'on nous apprend en première année. C'est ce que moi j'ai dit. La Cour constitutionnelle aurait dû dire l'ordonnance la viole ce principe-là. Le principe d'égalité des magistrats a été violé. On a privilégié 2 magistrats par rapport à toute la famille judiciaire. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ça viole le principe d'égalité entre les magistrats et le principe d'égalité entre les citoyens qui est affirmé dans la Constitution. Donc tous les fonctionnaires de la catégorie A doivent aller
bénéficier des mêmes conditions de retraite. Les enseignants, professeurs de l'enseignement supérieur qui font des études de 9-10 ans après le bac, ont souhaité qu'on fasse leur retraite à 70 ans. Ça a été retoqué. Et même pas un mois après, on accorde ça à 2 magistrats. La Cour constitutionnelle dit nous dire si oui ou non, ça viole le principe de légalité. Pourquoi pour vous, selon vous, pourquoi accorder un statut spécial à 2 ou 3 magistrats ou à 2 magistrats? Vraiment, je ne vais plus revenir à polémiquer sur ça. Moi, j'ai dit ce que j'en pense, mais l'histoire nous réservera. Et en tout cas, ça ne peut pas être gratuit de toute façon. On a invoqué même la raison d'État. Mais moi, je pense que... Mais ce sont des génies en la matière, en droit, vous ne savez pas aussi? Vous savez, à terre, vous êtes un jeune brillant et quelquefois impertinent. Et moi, j'adore ça. Mais vous n'allez pas me faire glisser sur ça. Moi, je pense que c'est une faute. Cette ordonnance est une faute pour moi. Cela étant, on va l'assumer. On va l'assumer. Sans état d'âme. Ce pays-là, moi, je le dis encore une fois, ça nous appartient à tous. Si ça a été fait dans l'intérêt du pays, ça se verra, ça se révélera. Si c'est dans l'intérêt ou pour les besoins de certaines choses, ça se saura. Mais dans les principes, ça va rester. Et j'ai dit que les jeunes étudiants qui sont à l'université vont avoir à commenter ces décisions-là. Ça va nous survivre. La Cour constitutionnelle n'a statué qu'en la forme. Et là, c'est ça peut-être que... Moi, je n'avais pas lu son premier arrêt. Ce que j'avais retenu, c'est le rejet de la loi. Mais en réalité, quand vous lisez l'arrêt, il ne concerne que la forme. Il a dit que la loi organique est intervenue dans un domaine qui relève de la loi ordinaire. Donc, en fait, c'était une invite au gouvernement à prendre une loi ordinaire. Donc, comme la session était fermée, il y avait une habilitation. Comme si elle lui dit, moi, je ne peux pas, mais je vous ouvre une fenêtre. Bon... Et le gouvernement s'est engagé dans cette voie, parce que le CNT la session parlementaire était fermée, il y avait une ordonnance, et le domaine d'habilitation qui était donné par le parlementaire, il y avait le statut du personnel. Donc la Cour a dit, vous avez respecté la loi d'habilitation. Ce n'était pas ça la question. La question, c'était, est-ce que le fond de cette ordonnance heurtait la Constitution ou pas? Est-ce que ça violait le principe de l'égalité des magistrats? Est-ce que ça portait atteinte à l'indépendance des magistrats? Qui est le plus important dans ça? Parce qu'il faut que vous compreniez ceci. Dès lors qu'un magistrat arrive à sa retraite, à 65 ans, c'est leur statut qui le dit, il perd la qualité de magistrat. Il n'est plus magistrat. Ça, c'est clair. Maintenant, si le gouvernement, par ordonnance, maintient quelqu'un qui n'est plus magistrat en fonction, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a sa dévotion, qui va faire ce qu'il va lui demander, c'est évident. Et les magistrats, à l'unanimité, avaient protesté contre ça. Bon, maintenant, si une partie des mêmes magistrats accepte tout ça, va savoir pourquoi. Mais ce qui est certain qui va rester, le débat de fond là, il sera fait, il va revenir et il sera fait. Oui, il a posé une autre question. Oui, l'autre question, c'est est-ce que l'ordonnance est un acte administratif? L'ordonnance a un caractère réglementaire tant qu'elle n'a pas été ratifiée par l'Assemblée. Donc c'est pour ça que le CILMA a attaqué devant la section administrative, parce que tous les actes administratifs, décrets, arrêtés, sont susceptibles de recours devant la section administrative. Maintenant, la dernière question, je n'ai pas très bien compris. Le Mali ne fait pas partie des pays intimidables, je n'ai pas très bien compris. Non, il faisait référence un peu au discours, au communiqué du porte-parole du gouvernement qui disait, qui s'adressait au chef, qui s'adressait au président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, pour lui dire que le Mali désormais ne fait plus partie des pays intimidables. Voilà. Il disait, est-ce que c'était pour vous... voilà. Quel était votre commentaire? Bon, moi, honnêtement, je n'ai pas de commentaire à ça. Je n'aime pas prendre des positions sur les personnes, ni sur des mots. Mais je vous disais au début de ces propos qu'il y a des aspects positifs de cette transition sans qu'on puisse me parler de changement. S'il y a un aspect positif, c'est aujourd'hui le sentiment que les Maliens ont d'être fiers, d'être indépendants par rapport à la CEDEAO, par rapport à la communauté internationale. C'est évident, c'est un sentiment partagé par la
la très grande majorité des Maliens. On ne peut pas l'ignorer. Moi, je pense que c'est ce sentiment qu'a voulu exprimer le ministre d'État, c'est tout. Okay. Il a ses mots, d'autres ne choisiraient pas ça. Okay. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est bon que les Maliens reconnaissent qu'effectivement, on a imposé un certain respect des choses que nous faisons, des décisions que nous prenons souverainement, comme tous les pays souverains. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui. Parlons de la grâce présidentielle accordée aux militaires ivoiriens, les 49 militaires ivoiriens. Pour vous, c'est une bonne chose? Moi, je salue ça. Je l'avais dit, de toute façon, ça aussi, je l'avais dit, qu'il fallait trouver une solution. Dès lors que la justice est saisie, le pouvoir exécutif ne pouvait pas faire autrement tant que la justice n'est pas passée. Moi, j'avais indiqué une voie qui était peut-être plus rapide, mais là, on a trouvé une voie judiciaire rapide, qui était une cour d'assises spéciale, et donc la justice a passé. Tant qu'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas pu y avoir de grâce. Donc, à partir du moment où la justice a été rendue, que le président a décidé de prononcer la grâce, je pense que c'est une bonne chose pour permettre à nos deux pays frères, comme l'a dit l'autre jour le président Alassane Ouattara, le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, amis et frères, de se retrouver. Oui. Et je pense que tout le monde, et que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire, tout le monde a regretté cet incident malheureux qui a pris fin. Donc, je pense que tous les Maliens ont salué cette décision. C'est désormais la crise est derrière nous. Pour moi, c'est fini, c'est une affaire terminée. Les relations entre le Mali et la CEDEAO, pour vous, aujourd'hui, ce sont des relations normalisées, il n'y a pas de problème aujourd'hui? Bon, pour l'instant, non. Vous savez, les sanctions ont été élevées à une condition. C'est un nouveau délai pour la transition a été fixé, avec des conditions, un chronogramme qui a été fait. Tant qu'on est dans le chronogramme que c'est respecté, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on se dise qu'on est souverain, on fait ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est dans une communauté, il y a des règles qu'il faut respecter. Et je pense que chaque fois qu'on va respecter ces règles, il n'y aura pas de problème. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes dans la communauté. Je pense que le Mali a besoin de ses voisins, comme les voisins ont besoin du Mali. Nous sommes complémentaires. C'est pourquoi la CEDEAO a été créée, pour fédérer toutes nos ressources et parce qu'on est un ensemble de pays quand même assez faible. Tant qu'on ne sera pas ensemble, on ne pourra même pas survivre. Donc le Mali ne peut pas se passer de la CEDEAO. Il ne faut pas se leurrer. Si c'était le cas, je pense que les autorités actuelles n'auraient pas hésité à quitter la CEDEAO. Donc, tant qu'on est dans la CEDEAO, il faut qu'on accepte de respecter les règles, c'est tout. Et parlons maintenant de la sécurité. Si quelque chose a marché, pensent les Maliens, ils pensent que sur le volet sécuritaire, il y a eu des progrès ou qu'il y a des résultats aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les problèmes demeurent. On ne peut pas dire que c'est la fin demain. Mais ce qui est certain, depuis le départ de Barkhane, on pensait que le Barkhane parti, le Mali allait s'écrouler. Ça, moi, je salue. Qu'on soit encore là, que nos forces soient sur le terrain, qu'ils soient en train de se battre tous les jours, jusqu'y compris dans la capitale. Jusqu'à Bamako, à 20 km de chez nous, tous les jours, il y a des attaques et nos forces de l'ordre réagissent. Et j'ai eu à le dire récemment, ce n'est pas que la guerre avec les avions, les drones et tout ça. La guerre contre le terrorisme, c'est autre chose aussi. C'est pourquoi il faut qu'on soutienne l'armée. Récemment, il y avait eu cette loi de militarisation de la police. Moi, j'ai salué et j'ai dit même qu'il faut peut-être faire du volontariat, faire des appels à des réservistes, que tout le peuple malien se mobilise pour aider l'armée, pour qu'on sorte de cette guerre-là. Et je salue encore une fois les sacrifices faits par ceux qui nous défendent au quotidien. Et ça, il faut le reconnaître et il faut les aider. Voilà. Parlons maintenant toujours de l'élection. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à une possible candidature du colonel Assimi Goïta ou peut-être de quelqu'un qui est de la transition, qui soit militaire? Moi, je l'ai dit encore une fois, il faut respecter les textes. Si on ne veut pas de problème, restons dans le respect des textes. La charte est claire et nette. Le président de la transition ne peut pas être candidat à ces élections, tout comme le président du CNT ou les ministres ou le Premier ministre. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a une loi électorale qui autorise les militaires à démissionner, à être candidats. C'est ce qu'ATT a utilisé après son retour de la transition en 2000,
comment ça s'appelle? C'était quand? En 2002. 2002, oui. Mais en 92, Tété n'a pas été candidat. Il est parti pendant 10 ans. Quelqu'un m'a dit pourquoi Tété a été candidat, Assimi ne peut pas, Senko, le général Senko a été candidat. Il y a quelqu'un même de la classe politique qui m'a interpellé un jour pour me dire, j'ai dit non, attendez, là, Tété est revenu 10 ans après. Le général Senko a été candidat 5 ans après. Vous pouvez pas, moi, le seul exemple que je connaisse et qui a mal tourné, c'est en Côte d'Ivoire avec le général Gueye. Qui a voulu, qui a dit je suis venu pour balayer. Les gens l'ont applaudi, c'était très bien. Hein, et il s'est laissé aller. On a vu ce que ça a donné. Kendia a parlé du balayeur. Bon, donc l'histoire est impardonnable. Si on ne suit pas, on n'écoute pas les choses, ça va toujours nous rattraper. Donc moi, aujourd'hui, je ne le dis sans embâche, je ne vois pas le président Assimi être candidat. Il a déjà eu 18 mois plus 24 mois sans élection. Il a fait ce qu'il peut. Il est avec des gens qui continuent à se battre au jour le jour, j'espère, pour le Mali. Il y a un terme à ça. Si on arrive à ce terme-là, il faut qu'il y ait des élections, qu'il soit un arbitre. Il sera grand s'il reste un arbitre. Mais vous voyez, est-ce que vous voyez au mondial l'arbitre qui est en train d'arbitrer entre deux équipes, à un moment disons, attends, moi-même je vais tirer le penalty. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc pour moi, c'est clair et net, sans embâche. Ceux qui sont en train de s'agiter, de dire Assimi va être candidat, c'est leur problème. Mais pour moi, c'est en ce moment-là. Assimi peut avoir son candidat. Mais évidemment, c'est ce que je viens de vous dire. Par la loi électorale, les militaires. Peut être un candidat de la DEMA, par exemple, je ne sais pas. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je peux pas, il ne faut pas que. Je vous dis, Assimi doit rester un arbitre. Je ne veux pas que le candidat de l'ADEMA soit adoubé par X ou Y. Le candidat de l'ADEMA, il doit gagner. Il doit être à équidistance des partis, quoi. Voilà, exactement. Il ne doit pas soutenir tel ou tel candidat. Lui-même ne doit pas être candidat. Ça, c'est des règles, pour moi, qui sont claires. Et je ne pense pas que. Et s'il est candidat? S'il est candidat, c'est lui qui le décidera. C'est lui qui le décidera, on n'en est pas encore là. Moi, mais je vous dis encore une fois, il y a des règles, il y a une charte. Moi, je n'ai pas participé à la rédaction de la charte. On a dit que la charte a même valeur supérieure à la Constitution. Donc, il faut la respecter. Il y a la CEDEAO qui est au-dessus de la charte et au-dessus de notre Constitution. La CEDEAO, je pense que la transition a pris des engagements avec la CEDEAO, disant que le président de la transition ne sera pas candidat. On a vu ça dans les accords avec la CEDEAO. Donc, pour moi, puisqu'on est dans les hypothèses, si on n'arrive pas à faire, si on n'arrive pas à faire les élections en 2023-2024, est-ce que c'est aussi envisageable tout ça? Est-ce qu'il faut préparer encore une nouvelle transition? Non? Mon cher ami, franchement, ça c'est un peu de la politique fiction. Moi, encore une fois, j'ai dit restons dans la réalité. Travaillons, et je pense que le gouvernement est en train de travailler à ça. Honnêtement, je n'ai vu aucune mauvaise foi du côté de l'administration territoriale. Voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait. On est en train de faire ce qu'il faut. Donc, il faut espérer qu'on va y arriver. Il y a un chronogramme qui est fixé 1 an à l'avance. Pourquoi voulez-vous envisager déjà qu'on ne tienne pas le chronogramme? Je vous l'ai dit, il y a peut-être trop d'élections. À un moment donné, il faut certainement qu'on s'assoie pour dire quelles sont les priorités. Quelle élection il faut faire prioritairement pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Mais je ne vais pas avec l'idée d'un glissement déjà éventuel. Maître Kassoum Tapo, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les téléspectateurs maliens, africains que nous regardent ce soir, c'est quoi le message? Moi, le message, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est la paix, la stabilité et c'est le développement du pays. Franchement, je pense que ce pays a beaucoup souffert. Inutile de dire X est responsable, X est de nous jeter les uns les autres les responsabilités. Nous sommes tous des Maliens. Pour moi, il n'y a pas de bons et de mauvais Maliens. Le problème de sécurité que vous avez évoqué, l'armée seule ne pourra pas le régler s'il n'a pas l'appui des populations. Donc il faut que nous aidions nos forces armées, ceux qui meurent pour nous, pour notre sécurité. Parce que c'est ça, je le dis, sans démagogie. Si on dort à Bamako tranquillement, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire tuer de l'autre côté. Donc il faut qu'on soit unis autour d'eux. Il faut que la classe politique arrête de faire
entre qu'on se mette face des crocs en jambes, tu vois, il faut qu'on ait le pays. C'est ça qu'on a en partage, qu'on ait le pays à l'esprit. Donc moi, si j'ai un appel à lancer, c'est d'abord à la classe politique qu'elle se retrouve, qu'on ait une compétition saine. Celui qui gagne, que l'autre applaudisse. Les élections, ça doit être un moment de fête. Ce n'est pas un moment où on fait là une guerre des tranchées comme il y a fort longtemps avec le PSP, l'USRDA ou même les guerres coloniales. C'est pas le moment. La démocratie, c'est une fête, une compétition loyale. C'est pourquoi je dis ceux qui ont perdu par les urnes, là, il faut qu'ils restent démocrates. Il faut qu'ils saluent avec les partis qui ont gagné, qu'ils applaudissent l'adversaire et qu'on construise et qu'ils critiquent. Et ça, c'est fondamental. Qu'on continue aussi à respecter les droits des uns et des autres. C'est comme ça qu'on va construire ce pays. D'accord, un discours d'apaisement et de cohésion, d'unité. Merci. Mais vous savez, mon cher ami, moi, je n'ai jamais été va-t-en-guerre. C'est ça que je dis, ce que je pense avec la franchise qu'il faut. Et comme on dit. Donc vous êtes un homme modéré, hein? Vous n'êtes oui, pas, je ne suis pas un. Vous ne partez pas à l'affrontement comme on le pense très souvent. Non, je ne le souhaite même pas entre les hommes. Je ne souhaite pas l'affrontement que moi je connais, c'est le contradictoire à la barre. On échange des arguments et on reste professionnel. Vous êtes un bon sportif, hein? Vous êtes fair play. Il faut l'être. Après le match, on change les maillots. Tout à fait, absolument d'accord. Merci, Maître Kassou.